À de sous-pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 11 avril 2023. Nous allons consacrer une partie de cette émission, c'est-à-dire la partie artistique, à une rediffusion sur Autodiscs et Beckman. Tout de suite, nous allons tenter de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail artracaille@orange.fr. Et vous, le jingle de notre émission va encore changer de look. Ce sera aux armes de Mélismel. Enfin, une partie parce que on veut démarrer sur un truc pinchy. Et là, on a découpé un peu la chanson, que ça ne vous empêche pas de l'écouter en intégrale si vous le désirez, mais vous allez voir, ça déménage. Voilà, je crois que là on s'est bien mis d'accord, on a bien cherché, on a longuement cherché, mais là on est tous les deux partants pour Mélismel, quoi. Voilà. L'insurgé, son vrai nom c'est l'homme qui n'est plus à la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, brillant, blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, au reflet pourpré du drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se reste le fusil chargé. En combattant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Il revendique la machine, il ne veut plus courber les chines sous la vapeur en action, puisque l'exploiteur à ma rude fait instrument de servitude, un outil de la rédemption. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse le fusil chargé. Contre la classe patronale, il fait la guerre sociale dont on ne verra pas la fin, tant qu'un seul pourra sur la sphère devenir riche sans rien faire
tant qu'un travailleur aura faim. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer de rente. Combien de milliards tous les ans? C'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépèse un tel dividende. Ouvriers, mineurs, paysans. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. C'était l'insurgé Mouloudji. Pour voir mon presse-papier, si vous voulez la note musicale de mon presse-papier, que j'ai intitulé « Allô, allô, ici Radio Londres, Vichy-Mans ». On s'y croirait lorsqu'on a l'immense courage ou la connerie suffisante d'écouter ceux qui croient nous gouverner, qui débitent à longueur d'antenne télévisuelle ou de radio des monologues qui s'asphyxient tout seuls sans l'aide de quiconque ni de personne. Oui, je sais, c'est un peu confus. À force de se purger du mensonge d'État, on a la cervelle qui fait des 8, l'honnêteté aussi et la digestion, mais là, on évite le sujet. Ils s'y collent tous, à l'exemple du petit chef de l'Élysée de la rue du Faubourg Saint-Honoré, le 55. Sur la police qui tue, les manifs qui commencent sérieusement à faire chier, les syndicalistes qu'on enfermerait bien dans des camps de redressement, l'opposition qui ne dit rien que des bêtises, le Parlement qui part en sucette. Heureusement, nous sommes leaders et que c'est chez nous, en France française, qu'on a les plus milliardaires du monde. On les zigotos Bettencourt pour les gonzesses et le Bernard Arnault pour les julots. La vache! Et tout ça en plein ramadan de nos comptes bancaires d'en dessous. On se fait un vache souci pour ces deux gâtés de la vie. Un coup de grossissard à la baisse et les milliards sont la paire. La coupure, mec. Ils doivent pas faire la grasse matinée tous les jours, les minets. Peut-être pour ça qu'il a le teint pas frais, le nanar. Quant à la meuf Bettencourt, passons, c'est une femme, attention, danger, en face de moi. On barbote dans ce jus de chic depuis bientôt 6 longues années. Il en reste 4 avant l'éjection du surnommé le traître et le néant. Ce qui nous aura fait 10 ans de rides en plus. Ça marque un visage, mais Polop les arrange. La suite risque, en effet, sont sur la ligne de départ des bourrins ou des rosses, selon, dont le pédigré ne fait pas rêver. Entre celui qui perd ses poiloirs, celui qui dirige des hordes enfoirées de floche-boules, qui font du tir au lapin sur nos tronches si nous vient l'envie inconséquente de manifester, le grand chef à plumes de faisan qui fait son potentat en Rhône-Alpes a des 100 000 balles de repas pour les petits barons de la région, et le commercial des Hauts-de-France. D'autres sûrement rêveurs impénitents qui se voient bien foutre des coups de martinet à la liberté. Ce petit pays de bourgeois à l'esprit et à la générosité étriquée, ce pays de Thiers, de Napoléon et de son fils Léon, de Badinguet, de Pétain et à ce jour de Macron, la gloire les mecs. Il ne va pas d'un coup de gueule magique tout à l'heure, demain, à se buller sous la charmille en fredonnant le temps des cerises. Il ne reviendra pas. Pardon le père Clément. Le train de malheur roule dans la campagne et ne s'arrête pas. Le peuple va en prendre encore plein sa sale gueule. Nous avons le nombre et ils ont les armes et le fric. C'est nous les canuts et nous sommes tenus. On peut gueuler aux armes, citoyens, ils souilleront nos filles et nos compagnes encore et encore, et nos sillons dégoûteront de sang. Les Black Blocs de 89 sont morts, et ceux d'aujourd'hui n'ont plus de Bastille à foutre par terre, hormis les vitrines de banque et les feux de poubelle. Peut-être pas, peut-être pas. Non, je n'écris plus, je risque. Un appel à l'insurrection, ça va chercher dans les combien entre nous, et que ça sorte pas d'ici, que ça flippe pas. Ça dit quelque chose à quelqu'un, se faire une Bastille.
Ouais. Et justement, là, on parlait un petit peu de ce ministre de l'Intérieur et je regardais un petit peu sa bio sur Wikipédia et je suis quand même tombée sur un passage intéressant hein, en 2017 où on pouvait lire dans le journal, une violente tribune dans le journal L'Opinion, voilà ce que disait Gérald Darmanin en parlant d'Emmanuel Macron. Le bobo-populisme de Monsieur Macron, et dans lequel il fustigeait l'ex-ministre et qui voyait en lui le pur produit du système, beau quartier, belles études, belle fortune, belles relations, et prédit que loin d'être le remède d'un pays malade, il sera au contraire son poison définitif. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, plusieurs hommes politiques qui aujourd'hui sont aux côtés de notre président se sont largement lâchés contre lui avant 2017 et qu'ils ont tout oublié. On leur offre des postes de ministres et alors là ils font allégeance d'un coup, ils oublient leurs opinions, leur personnalité. Donc ça me faisait penser à la chanson de Dutronc, l'opportuniste, là qui a tellement retourné sa veste qu'elle est toute usée. Et pareil pour Édouard Philippe, pareil pour Bruno Le Maire. Enfin vraiment ces hommes politiques ne sont que des arrivistes. Politique et arriviste, c'est un binôme indestructible. Ouais, moi, ça me pose comme toujours des questions, effectivement. Je pense qu'on n'est pas tous fait pareil, on n'est pas tous formés pareil, parce que comment est-ce qu'on peut à ce point s'oublier dans ce qu'on est profondément, dans ses valeurs moi, ça me... Ouais, mais ils n'ont pas à s'oublier de ce qu'ils sont profondément, mais ils n'ont aucune valeur. S'ils avaient une valeur, s'ils en ont une en tout cas, c'est d'arriver au sommet, c'est tout. Est-ce que c'est une valeur d'arriver au sommet d'un pays? Bah, je pense pas, parce qu'il faut être vraiment abruti. Mais ça pourrait être une valeur si on avait envie justement de faire une répartition des richesses, de laisser dans l'histoire un nom qui a fait que on allait faire avancer justement l'écologie, qu'on n'allait pas se contenter de distribuer la planète à quelques milliardaires qui font fortune dans les pesticides, dans le béton. Enfin, voilà, il y a quand même... Je trouve que c'est ça qui m'échappe. C'est pourquoi, alors effectivement, je suis peut-être naïve, utopiste, tout ce qu'on veut, mais voilà, il y a quand même... On peut laisser dans l'histoire un nom qui soit merveilleux. Enfin, voilà, qui... Ah non, c'est pas des saphistes. Et là, effectivement, on va à chaque fois à contre-courant du sens de l'histoire. Et là, justement, quand je vois cette semaine, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit Emmanuel Macron dans Pif Gadget. Alors maintenant, ça s'appelle plus Pif Gadget, ça s'appelle Pif le Mag. Donc Emmanuel Macron dans Pif Gadget et Marlène Schiappa dans Playboy. Et là, je me dis, mais dans quelle société est-on arrivé? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société depuis Sarkozy qui est complètement décomplexée, qui est dans le bling-bling, dans la pipolisation. Et quand c'est Debord qui parlait en 68 de la société du spectacle, effectivement, là aujourd'hui, on est même encore plus loin dans une société complètement de l'exhibition, avec des écrans de fumée pour tout. Alors, Marlène Schiappa, moi, ça me rend dingue en tant que féministe de voir que cette femme pose dans Playboy, fait un article dans Playboy, en fait ça va aussi servir à faire un petit peu écran de fumée sur tout ce qui se passe à l'extérieur, que c'est un journal qui vit de l'érotisme, de l'économie du sexe, et on sait que cette économie n'a rien de féministe, que c'est des injonctions pour les femmes à être comme ci, comme ça, faire de la chirurgie esthétique, à être mince, enfin il y a cette économie d'objets, et puis il y a quand même là derrière il y a aussi tout ce qui concerne la prostitution. Enfin vraiment, je comprends même pas que ça puisse arriver, que cette femme est quand même à un poste aujourd'hui au gouvernement. Elle est quand même secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Donc moi ça me... Voilà. Elle n'est pas mieux que Darmanin, c'est les mêmes. Elle n'est pas mieux. C'est les mêmes. Effectivement, et qu'Emmanuel Macron soit dans Pif Gadget. Alors pour moi Pif, quand j'étais petite, c'était quand même un journal qui était d'obédience communiste, voilà. Et aujourd'hui, effectivement, le patron, le directeur de Pif Gadget, c'est Frédéric Lefebvre, qui lui était un ancien secrétaire d'État au commerce sous Nicolas Sarkozy. Donc même Pif a perdu son essence, quoi. Complètement, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il n'a pas perdu son essence en période de pénurie comme aujourd'hui? Voilà. Donc Emmanuel Macron ne s'entretient pas avec les syndicats, il fait des apparitions rapides à des journaux télévisés. Par contre, il a du temps pour aller blablater dans Pif Gadget, quoi. Je dis volontairement Pif Gadget parce que pour moi, on est vraiment dans le gadget là. On n'est plus dans du politique, quoi. Non, mais j'implore Monsieur le Président Macron de venir faire une intervention à la télévision parce que demain,
il y aura 3 millions de manifestants dans les rues de Paris. À chaque fois qu'il fait une apparition, quelques jours après, c'est la bamboula dans les rues de Paris. Effectivement, et tout ça, ça sert aussi à masquer, quand on voit là justement, on va reparler de ce qui se passe avec Darmanin qui veut s'attaquer à la Ligue des droits de l'homme, qui veut dissoudre les soulèvements de la terre, et en fait avec ce vocabulaire, mais qui a été où on entend parler d'ultra-gauche, d'éco-terrorisme, d'intello-terrorisme. Voilà, d'intello-terrorisme. Enfin, depuis le début, de toute façon, c'est de la surenchère de vocabulaire, donc on sait même plus, ils savent même plus quoi inventer. Et il y a un sénateur PS, donc pourtant le PS c'est pas des violents, ou un député, peut-être un député PS qui disait quand même que toutes les 10 secondes il y a le mot d'ultra-gauche qui arrive, quoi. Et il y a un petit point quand même à soulever, c'est que j'ai vu le président de la Ligue des droits de l'homme intervenir sur les écrans magiques, là, qui disait que la seule fois où la Ligue des droits de l'homme a été interdite, c'est sous le gouvernement vichysois pendant la guerre de 39-45. Ah ouais, donc... Voilà, le gouvernement de Vichy a interdit la Ligue des droits de l'homme entre 1940 et 1945. Ah non, mais c'est une... Alors quand on fait des comparaisons oiseuses entre ce régime et le régime de Vichy, on n'est pas tout à fait éloigné des réalités de ce qui se passe. Et effectivement... Et tout ça pour masquer quand même le vrai danger, c'est la droite, c'est l'ultra-droite, justement. Parce que là, en attaquant l'ultra-gauche, ça nous fait penser à ce qui s'est passé à Tarnac, où d'un coup, il y a que des terroristes partout de gauche, alors que pas du tout. De même que quand on voit qu'à Sainte-Soline, ils osent dire, Darmanin ose dire qu'il n'y avait pas d'armes de guerre utilisées, que ce sont les manifestants qui ont utilisé des cocktails Molotov, alors qu'on a très bien retrouvé des grenades de désencerclement qui sont des armes de guerre. Ce sont quand même des mensonges à la télévision, des mensonges publics. Donc ça pose vraiment question sur effectivement dans quelle cette démocratie, mais elle en a vraiment plus que le nom, quoi. C'est la défroque, oui, tu veux dire. Voilà. Et donc par rapport au soulèvement de la terre, donc que Darmanin a décidé de dissoudre, en fait, il y a quand même des articles très intéressants. Alors les soulèvements de la terre, c'est un mouvement qui a été lancé en mars 2021. C'est un rassemblement de plusieurs collectifs écologistes qui luttent contre l'accaparement des terres agricoles. Et donc le 28 mars, M. Darmanin a décidé de dissoudre ce mouvement en réponse à la manifestation de Sainte-Soline contre ces méga-bassines. Donc il faut savoir que ça réunit énormément de personnes, mais que justement ce mouvement, il est très profond. C'est-à-dire que c'est pas simplement un mouvement, une association comme ça, c'est quelque chose qui c'est des gens qui se sentent investis par l'écologie, qui ont vraiment envie que on avance, qu'on prenne des mesures et qui sont sur le terrain, qui peuvent être dans des ZAD. Et ce mouvement, il fait très peur au gouvernement, d'autant que il y a un rapport complet des renseignements français, justement, qui fait l'éloge des soulèvements de la terre, parce qu'en fait, parce que ça fonctionne. Et ouais, ça, c'est assez génial. Organisé, voilà, c'est pas du tout des foutraques. Voilà, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent que les soulèvements de la terre, par leur inventivité, leur niveau d'organisation, leur force d'influence, leur capacité à mobiliser et à donner un retentissement national et médiatique aux luttes locales auxquelles ils s'associent, apparaissent aujourd'hui comme un acteur majeur de la contestation écologique radicale. Et en fait, ça fonctionne et ça leur fait effectivement très très peur. Et d'ailleurs, je vais mettre en lien, il y a une petite vidéo où il y a plusieurs personnalités qui soutiennent les soulèvements de la terre, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui, devant cette volonté de dissoudre, on dit bah non, nous on soutient, donc il y a eu un raz-de-marée, et donc il y a des personnes comme Philippe Descola. Philippe Descola, c'est un anthropologue qui lui parle d'une anthropologie du vivant. Alessandro Pignocchi, qui a travaillé avec lui, qui lui avait fait des études sur les Indiens comme Descola en Amérique latine, mais en fait qui a découvert avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qu'en fait ces luttes-là, tout ce qu'elles avaient dans de profond dans la façon dont c'était organisé, qui a trouvé ça vraiment incroyable. Et ça, ce sont des gens qui défendent vraiment tout le vivant. Il y a Guillaume Meurice, il y a plein de gens. Enfin, cette petite vidéo, elle est assez super parce qu'on a toutes ces personnalités qui défendent le vivant. Et là, en fait, on pourra pas demain mettre en prison 50 000 personnes, quoi. Oh bah, tu sais, les nazis, ils en ont mis des millions. Alors bon, il ne faut pas désespérer. Hein.
Donc voilà, il y a un article dans lundi après-midi, lundi AM là qui est vraiment qui est ce rapport complet des renseignements français, et c'est vraiment intéressant de voir que comment ces soulèvements de la terre sont organisés et comment ça peut aller très loin. Bon, là effectivement après Sainte-Soline, il y a vraiment cette volonté de terroriser, de faire peur et d'éviter que ça y ait des nouveaux mouvements. Et d'ailleurs, ce que j'ai lu, c'est que cette répression, je crois qu'elle a coûté 4 millions d'euros, qui est même plus que le coût des bassines. Ah non, mais pour casser la gueule aux Français, il n'y a aucune dépense exceptionnelle. Ils reculent devant rien, hein, les mecs. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclarait l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse, les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. C'était Plus rien, les Cowboys Fringants.